Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Robin de chez Equito. Voilà, ça fait un petit moment que je voulais l'avoir sur la chaîne et enfin, on a réussi à l'avoir. Du coup, voilà, on a eu pas mal de questions de la communauté sur le Telegram et il va répondre à toutes ces questions. On va essayer d'y tenir en un peu moins d'une heure, ce serait top. Et voilà, on a beaucoup de questions. Du coup, on va commencer tout de suite. Déjà, comment vas-tu, Robin ? En pleine forme. Merci beaucoup, Cédric. Ravi de partager cette heure avec toi et de pouvoir répondre peut-être à quelques questions de la communauté et puis une fois de plus présenter Equito. Eh ben, vas-y, du coup, je te laisse te présenter un peu la plateforme, l'équipe, voilà, qui vous êtes, votre expérience aussi avant, immobilière ou autre. Voilà, ça peut être. Mhm. Je suis Robin Decaux, moi le cofondateur et CEO d'Equito. Le projet est né pendant le Covid, quand je me suis réuni avec un ancien compagnon de travail, Nagy, que j'avais rencontré à Barcelone, dans une licorne française de la tech. Et c'est un petit peu pendant le Covid où on a voulu investir dans l'immobilier, lui et moi, parce qu'on se faisait confiance et on s'est dit qu'on allait lancer notre premier investissement ensemble pour mutualiser petit un les ressources en capital, mais aussi tout le travail qu'implique un investissement immobilier. Et puis, à force d'avancer, on s'est rendu compte que c'était pas si facile que ça d'investir dans l'immobilier, surtout le capital. Mais donc, ça a commencé au départ où on a essayé de réunir autour d'une table pas mal de petits copains tous ensemble et de se dire on va tous mettre un petit billet et investir ensemble. Sauf qu'on avait toujours ce problème de confiance, de gérer les investisseurs qui n'était pas assez facile. Et puis à ce moment-là, nous, on s'intéressait tous les deux beaucoup à la blockchain et à tout ce qu'on pouvait y faire grâce à la blockchain. Et de là, on a commencé à voir que la tokenisation des actifs et de la vie réelle commençait à prendre de l'ampleur et on s'est dit qu'on allait faciliter en fait cet investissement immobilier à la portée de tous avec une application mobile super simple d'utilisation qui permet d'investir donc dans des biens immobiliers à partir de 100 euros et donc de partager les revenus générés par ces actifs tous ensemble grâce au pouvoir de la mutualisation. Ok. Donc, du coup, vous êtes deux cofondateurs avec Nagy, c'est ça? On est deux cofondateurs. On est tous les deux à avoir lancé le projet. On s'est associé à 50% au démarrage. Ensuite, on a été assez rapidement rejoint par Christian, qui est aujourd'hui le CTO de l'entreprise et qui possède aussi des parts d'entreprise, parce qu'il avait des fonctions très importantes que nous, on ne pouvait pas développer. Et aujourd'hui, Christian, c'est un peu le troisième cofondateur qui nous a rejoint, et qui gère toute la partie technique de l'application. Ok. Et du coup, avant Equito, votre expérience dans l'immobilier, ça se résumait à quoi? Dans l'immobilier, c'était pas la plus grande. On s'est rencontrés tous les deux dans la tech. Donc, c'était Ok. dans une entreprise française qui s'appelle Criteo, dans le retargeting. Moi, mon expérience, bon, j'avais essayé de monter quelques petites boîtes avant. J'ai travaillé dans la mode où j'avais réussi à gagner un petit peu d'argent. Et la mode m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes qui avaient du capital. Et je me suis positionné au début comme assistant immobilier où je les aidais à investir du capital à Barcelone sur des actifs immobiliers. Donc, j'ai commencé à rentrer sur le marché espagnol. Et de fil en aiguille, avec le lancement d'Equito, on a fait aujourd'hui plus de 15 opérations. Et on s'est fait rejoindre par Giovanni, qui lui travaille dans un fonds immobilier depuis 15 ans, qui a géré des centaines et des centaines d'achats d'actifs, et donc qui aujourd'hui nous apporte peut-être cette partie conseil sur l'expertise qu'on n'avait pas au démarrage, mais dont on a besoin aujourd'hui pour scaler l'entreprise. Ok, parfait. Du coup, on voit que tu parles très très bien français. Donc, je suppose que tu es français, en tout cas d'origine. Pur français d'origine, j'ai grandi à Paris, je suis né à Paris. Ok. Mes parents ont déménagé en banlieue quand ma petite sœur elle est née, mais après je suis retourné à Paris pour faire mes études à la fac. J'ai fait Panthéon-Assas où j'ai réussi à faire un master en stratégie d'entreprise. Mais à la fin du master, une envie de soleil, une envie de changer
D'ambiance, peut-être, m'a donné l'envie de partir à Barcelone. Et puis, j'ai fait un stage donc, dans cette entreprise tech. Et c'est là où j'ai rencontré Nagy. Et depuis, je suis entre la Suisse et l'Espagne, mais je passe beaucoup de temps dans les deux. Ok. Donc, du coup, l'Espagne, parce que c'était où vous L'Espagne, parce étiez qu'on s'y est rencontrés? rencontrés. Alors, pourquoi l'immobilier en Espagne? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on a créé la boîte en Espagne? Parce qu'on y était tous les deux à ce moment-là et que mon associé ne voulait pas bouger parce qu'il aime la qualité de vie qu'il y trouve. Et moi, enfin, la position géographique du siège de l'entreprise peut avoir des conséquences à l'échelle fiscale, mais on était tous les deux très, très confortables pour créer l'entreprise en Espagne. Pourquoi l'immobilier espagnol? Ça, c'est une question qui est importante de répondre. On a beaucoup étudié le marché et on s'est rendu compte que, à l'inverse des pays du Nord qu'on peut avoir comme la Hollande, comme la France, comme l'Allemagne, qui vont être des pays qui sont déjà très développés en termes d'immobilier, où on a une intensité capitalistique très forte, il y a déjà énormément de fonds qui y sont installés, ce qui fait qu'on a une sécurité sur ces marchés-là qui est très intéressante quand on veut préserver son patrimoine, par exemple, mais pour aller générer des revenus, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que dans des pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, on est encore en plein développement. Les fonds, les énormes fonds ne sont pas encore tous arrivés. Donc les propriétaires de tous ces appartements sont des individus, des petites familles qui ont fait un petit peu d'immobilier, mais on n'a pas cette concentration capitalistique qui fait que le marché est tout aussi sécure, ce qui nous permet, nous, d'aller chercher des rendements qui sont plus intéressants. Donc, il y a un petit peu plus de risques, mais les rendements sont beaucoup plus intéressants et on n'est pas non plus à l'autre bout du monde. On est en Espagne, politiquement, c'est stable. Donc voilà. Après avoir observé le marché européen, on s'est rendu compte que l'Espagne avait beaucoup à offrir et on a des velléités de sortir de l'Espagne, mais d'abord, on a beaucoup à faire en Espagne. Ok, bon, c'est très bien. On va parler immobilier après. On va se faire un petit point là sur vraiment Equito, vos envies, vos ambitions. Et après, on sera un point immobilier, parce que le but aussi de la chaîne, c'est de parler aussi d'immobilier et de comprendre tout ce point-là. Aujourd'hui, quand on achète un token ou une part, je ne sais pas, sur Equito, en gros, c'est une obligation, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est un prêt participatif. Effet. Donc, pourquoi ce choix? Et est-ce que vous avez intention de faire évoluer la chose avec typiquement hypothèque de premier rang, fiducie? On sait qu'il y a ce genre en tout cas, de modèle sur d'autres plateformes. Quelle est votre vision là? On a pu voir ces modèles naître sur d'autres plateformes. Le choix initial, en Espagne, il y avait deux choix. Il y avait l'obligation ou la création de SPV spécialisés. C'est pas comme aux États-Unis. La création de SPV en Espagne a un coût plus important. Et donc, en tant que startup, le plus rapide pour nous, c'était quand même de sortir sur un modèle obligataire. Aujourd'hui, on regarde avec nos avocats comment on peut améliorer la sécurité de cette obligation, par exemple avec une hypothèque de premier rang. C'est des choses qu'on est en train de discuter avec toute notre équipe légale, mais au jour d'aujourd'hui, Equito, c'est une obligation qui permet de toucher les revenus futurs d'un actif, que ce soit le loyer ou la plus-value qui sera générée au moment de la revente. Ok, c'est une obligation de combien de temps? C'est 8 ans. C'est 8 ans? Hmm. Ok. Et vous laissez c'est vraiment elle est identifiée sur 8 ans et vous laissez un battement Il y typiquement sur a, il y a, il y a 2 ans? 4 ans, il y a 4 ans 4 ans? additionnels au cas où le marché serait très réussi à ce moment-là. Donc, l'objectif, c'est 8 ans, mais on pourra avoir des stratégies où on voudrait, par exemple, continuer à exploiter l'actif. Et dans ce moment-là, bah, on aurait des capacités, on aurait des possibilités de continuer un petit peu plus longtemps. Ok. Mais là, on peut toucher aussi après au point de la liquidité, qui est un point important sur tous ces investissements qui sont plutôt long terme. Mais je serais ravi qu'on en discute par la suite des questions. Yes. Euh, une autre question qui est revenue, alors je sais pas, ça doit être un truc très français avec tout ce qui va être certificat, tout ce qui va être agrément ou autre, je sais pas. En tout cas, je sais que dans d'autres endroits, c'est moins important, mais chez les Français, ça a l'air d'être important.
Est-ce que du coup, vous avez besoin de certification en tant que plateforme d'immobilier fractionné, tokenisé d'ailleurs? Est-ce que vous êtes plus fractionné que tokenisé? On en parlera après. Mais est-ce que vous avez besoin de ça? Est-ce qu'on parle du PSFP européen? Est-ce que vous avez des agréments peut-être espagnols? Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont en place? C'est une très bonne question et ça a été ce sur quoi on a travaillé dès le début. Equito, on l'a lancé donc en plein Covid, mais on a passé un an à plancher sur le sujet pour être sûr qu'on puisse opérer légalement, petit 1, et deuxièmement qu'on ait la plateforme qui nous permette d'accueillir un gros volume d'utilisateurs dessus. Et donc, les retours de nos conversations avec l'autorité des marchés financiers ici en Espagne étaient les suivantes. On ne peut pas être PSP parce que on n'est pas intermédiaire dans la transaction. Je m'explique. Une plateforme de financement participatif finance des projets de tierces. Donc, normalement, elle va choisir des promoteurs immobiliers sur lesquels elle va faire financer ses projets sur une plateforme dite. Nous, Equito, on achète tous les biens pour le compte de nos utilisateurs. Donc, on n'a pas de partie de confiance à qui on va prêter cet argent. C'est Equito qui est responsable de cet argent. Donc, on ne tombe pas dans la régulation des plateformes de financement participatif. En revanche, on suit toutes les règles associées à ces régulations-là. Donc, on va faire un KYC de tous les utilisateurs. On a une politique d'anti-blanchiment d'argent qui est mise en place pour s'assurer que notre entreprise ne sert pas à blanchir du capital de personnes mal intentionnées. Mais on n'est dans aucune régulation pour le moment, donc on n'a pas besoin de se réguler. On a des thresholds, c'est-à-dire que on peut financer des projets unitaires jusqu'à 8 millions maximum. Au-dessus de 8 millions, il nous faudrait des licences spécifiques. Mais là, tant qu'on est sur le type d'actifs qu'on est pour le moment, il n'y a pas encore de spécificité, ou de licence spécifique dans laquelle on a besoin. Ok. Bon, au moins. Après, le marché, c'est un thème très important. Le marché régulatoire est en train de bouger dans tous les sens et s'adapte aussi à la naissance de toutes les plateformes, qu'elles soient tokenisées, fractionnées. Et donc, je pense que tous les mois, il y a un petit peu de mouvement. Il y a eu Mika qui s'est installé. À l'échelle européenne, ça s'harmonise. Donc, avec nos avocats, on fait toujours en sorte d'être un, légal, mais deux, qu'on ne soit jamais embêté par le régulateur parce qu'on complie avec toutes les règles qui sont mises en place. Donc, on a tendance à se surprotéger et à tout checker plus que ce qu'on nous demande pour s'assurer que si un jour on devait avoir une licence quelconque, à ce moment-là, on serait déjà prêt pour l'avoir parce qu'on a toutes les opérations qui sont mises en place. Ok, très clair, ouais, très rassurant. Il y a une question qui revient assez souvent sur le Telegram, notamment Equito. Enfin, du coup, sur mon canal, mais il y a une petite partie Equito. Ouais. Et que moi aussi, je me pose la question, pourquoi, en fait, vous ne donnez pas les informations avant le lancement des biens? Est-ce que c'est une stratégie voulue? Est-ce que, voilà, en général, la plupart des plateformes quand même le proposent au moins 24 heures avant, ce qui même me paraît court, mais voilà, vous êtes une des rares où vous lancez le bien et vous donnez les infos à ce moment-là. On n'avait pas encore mis en place cette espèce de système de pré-réservation, par exemple, où on pourrait analyser les biens en amont et donner une intention d'achat par la suite. On avait fait le pari inverse, c'est-à-dire de teaser l'opportunité en cachant les chiffres pour créer un petit peu cet intérêt et que les gens soient intéressés par venir découvrir l'opportunité le jour où elle sort. Maintenant que tu le dis, j'aimerais bien approfondir la question pour voir s'il y a un vrai intérêt de nos utilisateurs, comme t'en parles par exemple, d'avoir l'opportunité d'analyser en amont. Parce que je pense que ça vient aussi avec la croissance de l'entreprise. Je m'explique. Au début, les biens se finançaient en quelques mois. Donc, le temps d'analyse restait fondamentalement assez large pour que tout le monde puisse se le permettre. Avec la croissance de l'entreprise, on a eu des biens qui sont financés en quelques heures, voire une heure pour un bien dit. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut être un analyste assez rapide pour aller sur l'intégralité des données qu'on met à disposition et être capable d'évaluer l'investissement.
Je pense que aussi il y a deux profils qui viennent chez nous. On a les investisseurs qui sont avertis et donc qui ont vraiment une connaissance accrue du marché, qui ont déjà fait des opérations immobilières et donc qui vont avoir peut-être un degré d'analyse qui va être beaucoup plus approfondi et précis. Et on a des investisseurs qui sont tout jeunes, qui n'ont pas encore investi dans l'immobilier, qui découvrent avec nous la plateforme. Et donc, ils se mettent petit à petit dans des projets, ils investissent des sommes qui sont assez faibles. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de rentrer dans une analyse très profonde, compte tenu des montants qu'ils investissent. Et ils nous font confiance parce qu'on commence à avoir un track record qui nous le permet. Mais maintenant que tu le dis, on n'a rien à cacher et on serait pour offrir la possibilité quelques heures ou quelques jours avant à la communauté d'analyser les biens, de nous poser des questions. Je pense que c'est les ressources qui nous ont peut-être manqué au démarrage pour être capable de aussi créer ce flux conversationnel où on va interagir avec tous les utilisateurs en même temps. Mais maintenant que tu le dis, c'est un truc qu'on pourra implémenter par la suite. Ok. Bon. En tout cas, ce serait bien, et même en tout cas, à titre perso, pour même les analyses et tout ça en amont, même pourquoi pas faire des vidéos et sur les biens, ça Les peut être vidéos, un on truc. a commencé. Les vidéos, on commence. Ouais. Ça aussi, c'était en termes de ressources, d'avoir quelqu'un qui fait des belles vidéos explicatives du projet en permanence. On a voulu ça depuis longtemps, mais on n'avait pas les ressources financières, je pense, pour être capable de donner autant de travail à quelqu'un. Parce que si on embauche une personne, par exemple, qui va être dédiée à la création de contenu en général pour expliquer les projets, si on n'a que deux projets en cours, ça fait cher le salaire. Le moment où on commence à avoir des dizaines et des dizaines de projets, là, on peut amortir quand même le coût de certains employés. Donc, et deuxième point, on essaye de pas développer des features pour une personne donnée. Mais j'imagine que tu n'es pas tout seul et que ta communauté le demande et qu'il doit y avoir beaucoup de personnes similaires comme toi. Donc, auquel cas, on serait ravi de ramener plus de granularité dans la transparence qu'on offre. Donc, avec plaisir. Ok, parfait. Euh, Parler un peu du marché secondaire. Aujourd'hui, vous proposez des buybacks, notamment sur les premiers biens, ceux qui sont au moins plus d'un an, je crois. Ouais. Est-ce que vous pensez créer un marché secondaire, on va dire peer-to-peer, ou en tout cas via la plateforme, vraiment est-ce que c'est en projet? C'est en projet, ça fait 2 ans qu'on en discute. Depuis qu'on a lancé la plateforme, on sait que la liquidité, en tout cas des tokens, c'est quelque chose de très important. Et ça se fait en plusieurs étapes pour que ce soit bien fait. Je m'explique. L'immobilier, par nature, est un actif qui est illiquide ou qui met vraiment du temps à se vendre et donc on n'espère pas pouvoir avoir l'argent du jour au lendemain. Le but avec la tokenisation, la fractionnalisation, c'est quand même d'être capable de ramener cette liquidité, d'avoir des parts d'appartements qui sont beaucoup plus faibles, donc qui peuvent s'échanger et qui peuvent trouver repreneurs de manière beaucoup plus accessible. Et on a dû le faire en plusieurs temps. Petit A, on a étudié les forces et les faiblesses des marchés secondaires qui existent aujourd'hui. Parce qu'on a vu des marchés secondaires où ils sont fonctionnels, mais on a une multitude de personnes qui veulent vendre et qui ne trouvent pas repreneur parce qu'on n'a pas assez suffisamment de clients qui sont intéressés par les objets qui sont mis en vente. Donc ça, c'est un point qu'on a tourné dans notre tête longtemps pour se demander déjà comment s'assurer que l'offre et la demande soient bien rencontrées à un instant donné. Et donc, on a fait ça en 2 étapes. Petit 1, les buybacks. Donc ça, c'était la solution que Equito a offert en utilisant le capital que nous, on avait à notre disposition pour permettre cette liquidité à des investisseurs d'Equito 1, 2, 3 de sortir de leur investissement. Et 2024, normalement Q3, le peer-to-peer sortira directement sur l'application. Il y aura la possibilité d'acheter et revendre ces tokens avec sûrement quand même des dates, par exemple tous les vendredis, ou à un moment où l'offre et la demande puissent se rencontrer pour éviter la frustration côté vendeur de ne pas retrouver repreneur ou de se retrouver dans une liste d'attente de 200 personnes et là, je ne sais pas ce qui est le plus frustrant entre ne pas pouvoir sortir ou avoir l'illusion de pouvoir sortir. Ok. Donc voilà, on a envie de satisfaire nos clients, mais on veut le faire du mieux possible sans créer la frustration.
Ok. Et en faisant un peu de teasing et tout, ok. Avec des Exactement. rendez-vous de. Ok, ça peut être intéressant. Ok, donc troisième trimestre 2024. C'est en priorité, on est en train de finaliser les economics surtout, Ok, mais ça sort en prod dans les prochains jours, donc ça devrait arriver Q3, early Q3, mais si on est fin de Q3, on est bien aussi. ok, ça marche. Euh, Pareil aujourd'hui, vous êtes que sur application mobile. Alors, je crois que c'était une volonté. C'était une volonté. Est-ce que vous avez pensé aux personnes plus âgées? Alors, je me mets dans les moyens. Moi, je suis pas né avec un téléphone dans la main, donc clairement, au début, pour moi, ça a été un frein. Je suis transparent avec toi. Ça a été un frein d'être que sur mobile. Ça me gêne. Moi, j'aime bien faire tout sur ordinateur. Est-ce que vous pensez à faire évoluer cela et voilà, et peut-être justement répondre à une demande des plus anciens qui ne sont pas toujours à l'aise avec le mobile? Est-ce que je peux te demander ton âge? Je vais bientôt avoir 39. Parfait. En l'occurrence, c'est ce que tu disais, c'est une question assez précise parce que euh, on a eu cette vision de vouloir aller chercher ceux qui ne pouvaient pas investir. Euh, la jeunesse, ceux qui sont peut-être aussi un petit peu plus âgés, mais on a fait ce pari de se dire aujourd'hui tout se fait sur mobile, les banques deviennent néobanques, les plateformes d'investissement deviennent néo-plateformes d'investissement sur lesquelles on peut avoir tout accès par mobile. Donc, et on voyait sur le marché qu'il y avait très peu d'apps mobiles. Et aujourd'hui, je vois d'autres plateformes qui sont nées web, qui aimeraient passer au mobile pour aller toucher cette clientèle. Donc, au début, on était très confiants sur ce choix de faire tout mobile. Et je pense que la génération qui nous suit va être full mobile et veut pouvoir gérer ses investissements depuis sa poche en recevant une notification et en investissant très facilement. En revanche, on pense à la génération qui est entre les deux et même à celle qui est encore avant euh, pour plusieurs raisons. Petit un, c'est des clients intéressants pour nous parce qu'ils ont souvent une capacité financière plus importante. Et donc, c'est un sujet que j'ai discuté longuement avec mon associé, où lui ne voyait pas tout de suite la valeur ajoutée, et où moi je lui expliquais que je commençais à recevoir beaucoup de questions qui me demandaient quand est-ce que la plateforme web sortira. Donc je vous confirme qu'elle sortira aussi en 2024. En termes de priorité, on est juste après le secondaire parce qu'on a beaucoup d'automatisation qu'on veut faire pour être capable de sortir des projets très rapidement. Mais ça sortira en 2024 pour satisfaire cette demande qui veut bien, et je pense que c'est là les usages dont tu parlais, regarder ou suivre ses investissements sur mobile, mais en tout cas analyser en profondeur et faire l'investissement depuis son ordinateur. Et donc, on va adapter la plateforme pour qu'elle soit aussi disponible sur le web depuis un ordinateur, depuis le travail, depuis la maison, le week-end. Donc ça arrive. C'était un débat stratégique. On veut rester très fort sur le mobile parce qu'on pense que c'est vraiment des forces qu'on a eues sur le marché à être facilement installable, facilement téléchargeable. En 2 minutes, l'investissement est accessible. Mais ça nous coûtera quelques ressources supplémentaires pour être capable d'ouvrir un marché plus grand. Donc, la plateforme web arrive cette année. Ok, bon, bonne nouvelle pour les plus anciens. Du coup, alors, on a parlé de marche secondaire, la plateforme web. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions futures pour le site, pour Equito, enfin pour, on va dire en général, et notamment, on peut parler de un peu crypto. C'est que le paiement crypto revient souvent, et notamment aussi garder son token ou pas sur son wallet, enfin ce genre de choses. Où est-ce qu'on en est? Alors, l'innovation, comment on la développe chez Equito, c'est principalement du point de vue de l'utilisateur. Et ça vient parce que nous, on déduit, parce que les utilisateurs nous communiquent à travers le chat ou à travers des emails où on nous demande des features spécifiques, par exemple, ce que tu es en train de faire là maintenant. Et bah, si on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt, alors on développe. Pour te dire un peu qu'est-ce qui arrive. Donc, on a parlé de secondaire, on a parlé de la web plateforme qui arrive.
On est en train de voir comment toujours améliorer le dashboard investisseur, donc tout ce qui va permettre de résumer en fait les investissements qui ont été faits. On va sortir beaucoup plus de contenu vidéo, que ce soit du contenu éducatif sur toute la partie immobilière, légale, crypto, etc., et du contenu vidéo pour présenter chacune des opportunités. Ça, c'est un truc qui est important à mentionner. Et puis sur la partie crypto, ça aussi, c'est un point sur lequel on a dû faire des choix. Là, le paiement par crypto était encore disponible jusqu'à il y a 2 semaines ou 3 semaines, je dirais. Mais depuis une update de CommerceGate, Coinbase Commerce, pardon, qui était notre partenaire crypto, l'expérience utilisateur de l'application n'est plus aussi simple pour payer en crypto. Et donc, comme on a vraiment cette envie de rester une plateforme qui est fluide et qui fonctionne bien, on a dû poser pour le moment la méthode de paiement par crypto. On est en ce moment même en train de réintégrer un autre prestataire qui nous permettra d'accepter les paiements par crypto sur plus de 15 cryptos différentes. Donc ça, dans les prochains jours, je dirais fin de semaine prochaine, ce sera live. Il faudra updater l'application, mais on pourra payer par crypto ces tokens. Aujourd'hui, il y a toujours le virement bancaire qui est disponible ou le paiement par carte de crédit. Ça, c'est un truc sur lequel on a travaillé beaucoup aussi, les facilités de paiement pour les utilisateurs. Et donc, le crypto arrive. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas envoyer son token depuis Equito sur son wallet personnalisé? Ça aussi, c'était un choix qu'on a fait, le choix de la simplicité. Parce que Naji et moi-même, on est très aficionados de la blockchain. On a nous-mêmes notre wallet, on a nous-mêmes une montagne de crypto dessus. On adore l'écosystème crypto, on adore l'utopie derrière la crypto de décentraliser les accès. Donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel on a plébiscité toujours. Mais aujourd'hui, la majorité de nos investisseurs ne sont pas crypto. Ce sont des particuliers qui ont une application de néobanque, par exemple, et qui sont en train de faire le switch, mais qui ne connaissent rien à la crypto, ne connaissent pas comment se servir d'un wallet, la secret phrase et compagnie. Donc, je pense que tout le marché des cryptos, enfin des éduqués de la crypto en tout cas, souhaite protéger de plus en plus ses actifs et les contrôler et les avoir dans son portefeuille. C'est un truc qu'on aimerait pouvoir lancer pour ceux qui le souhaitent, mais foncièrement, la simplicité qu'Equito représente pour investir et recevoir ses loyers ne servait pas de rajouter une complexité, de te permettre de t'envoyer ton token aujourd'hui sur ton wallet. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rendre disponible pour ceux qui le souhaitent, mais on restera custodian des cryptos des utilisateurs qui ne veulent juste utiliser l'application pour investir et percevoir leur loyer. Ok, bon, très clair. Un peu de Web 2 et un peu de Web 3, voilà, le mélange. Parce que je pense que la transition est en train de se faire. Moi, j'avais l'impression que tout le monde était crypto quand j'étais dedans et que ça y est, on y était. Mais la part des gens qui connaissent le Bitcoin a bien augmenté, mais la part des gens qui possèdent des cryptos reste faible. Celles qui l'utilisent au quotidien, encore plus faible. Et alors, celles qui codent avec et qui s'amusent à se mettre sur la DeFi, encore moindre. Et je pense qu'on y arrive et que ça s'améliore. Et avec la stabilité des plateformes qui sont en train de grossir, avec le régulateur qui enlève ou permet de réguler les potentielles arnaques qu'on a pu voir sur certaines plateformes, bah, le marché s'assainise, se stabilise, les usages rentrent dans les mœurs. Mais je pense que d'être full crypto, on était un petit peu early et on serait limité à une typologie de clients qui aurait aimé participer avec nous, mais n'aurait pas pu parce qu'on était full crypto, par exemple. Ouais, bon. Je pense qu'en plus, vous avez raison. Il y a d'autres plateformes qui ont essayé d'être full crypto et ça n'a pas été très concluant pour eux, malheureusement. On a appris des autres. Voilà, une bonne chose. Du coup, maintenant, on va parler un peu immobilier. Parce que finalement, derrière tout ça, bah, c'est un investissement immobilier. Il y a un bien réel, donc c'est quand même aussi important de comprendre aussi votre vision sur l'immobilier. Du coup, aujourd'hui,
comment vous sourcez vos biens? Voilà, quels sont vos critères de recherche pour trouver un bon bien? C'est une très très bonne question pour tous ceux qui souhaitent aussi peut-être pourquoi pas investir dans l'immobilier de manière traditionnelle avec un prêt à la banque. Euh, alors l'immobilier c'est simple et complexe à la fois. Je m'explique, tout le monde connaît comment fonctionne un achat immobilier, tout le monde connaît la différente typologie d'actifs. Mais chaque actif est propre à chaque investisseur. Et ce que Equito a décidé de faire, et la stratégie d'Equito, c'est de partir sur des actifs dans des villes qui sont quand même très dynamiques, où on va avoir beaucoup d'étudiants, où on va avoir beaucoup d'entreprises, où on va avoir des gros hôpitaux, par exemple, où on va s'assurer qu'on a une tension locative, en tout cas sur ces marchés-là, petit 1. Et puis ensuite, il y a beaucoup de travail de terrain. On a développé des relations avec toutes les agences local, que ce soit à Barcelone quand on a commencé, puis à Valence, puis dans les autres villes qu'on va ouvrir par la suite. Il y a un travail de terrain sur lequel on va aller rencontrer tous les agents, expliquer ce que fait Equito, expliquer combien d'actifs on va être capable d'acheter aujourd'hui, et ce qui nous permet de recevoir un petit peu les offres plus rapidement qu'un particulier, par exemple, parce qu'on est considéré comme un investisseur qui peut prendre des décisions rapides et du jour au lendemain, on est capable d'acheter un bien. Donc, sur comment on source nos biens, on en reçoit beaucoup des agents immobiliers. On a nos équipes qui vont sur le terrain en chercher. Là, cette année, on va sortir une solution qui va permettre aux particuliers de directement promouvoir leurs biens sur la plateforme Equito. Donc, là, avec ça, on pourra faire aussi une sélection des biens qu'on décide d'offrir aux investisseurs. On a travaillé avec les banques aussi, en achetant des pisseaux de banque, donc des appartements qui ont été réquisitionnés par la banque et qui sont ensuite remis sur le marché. Des fonds d'investissement spécialisés là-dedans aussi. Et on commence à regarder aussi maintenant les marchés d'enchères sur lesquels on peut aller trouver des biens aussi. Donc ça, c'est toute la partie sourcing. Sur qu'est-ce qu'on cherche exactement? On recherche des biens qui sont assez grands en termes de taille, je dirais aux alentours de 80 mètres carrés minimum, avec au moins 3 chambres sur lesquelles Equito va pouvoir apporter de la valeur. Donc, on a un gros travail de rénovation, nous, pour augmenter la valeur de l'appartement, donc soit rajouter des chambres, soit redistribuer l'appartement pour qu'il soit plus agréable à vivre et être capable de sortir des rentabilités plus importantes que si on mettait en location le bien tel quel. Parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, le parc immobilier est bien développé, mais il est assez vieux. Il y a eu énormément de promotions immobilières qui sont faites dans les années 60 avec des appartements qui sont restés un petit peu dans leur jus. Et donc, Equito, nous, on identifie un petit peu ces opportunités où il y a des gros besoins de travaux. On se met dedans, on les remet tout beau, tout propre à la source Equito, parce que la spécificité, c'est qu'on se met sur un marché qui est le marché du co-living. On va louer par chambre chaque appartement, ce qui nous permet deux choses. Petit 1, d'avoir des rendements qui sont supérieurs, mais petit 2, de toujours s'assurer qu'on a un contrôle sur l'appartement, parce qu'on a une femme de ménage qui va rentrer toutes les 2 semaines dans l'appartement, qui va pouvoir documenter si il y a des dégâts dans l'appartement. Et donc, on n'a pas le souci chez Equito de se retrouver au bout de 6 mois avec un dégât des eaux qui a flingué 3 appartements en dessous. On a toujours un droit de regard sur les appartements qu'on achète et qu'on met en location. Donc, ça, c'est une autre sécurité qui nous a permis d'avancer chez Equito. Mais donc voilà, plutôt des biens qui sont dans des zones tendues, à proximité de transports en commun, proches avec un métro de grandes universités ou de gros pôles de travail, des grandes industries, des grands hôpitaux, où on sait que des jeunes travailleurs vont vouloir louer des chambres ou des étudiants vont vouloir louer des chambres dans le cas des universités. Ok, donc aujourd'hui, principalement, c'est du co-living, Exactement. coloc, enfin, principalement Ouais. co-living. Est-ce qu'à l'avenir, vous pensez vous ouvrir à d'autres types de locations, type location plus classique, même aller sur du commercial, aller sur autre, honnêtement? Alors, je pense qu'une fois qu'on a mis le pied dans l'immobilier, c'est un entonnoir qui s'ouvre et il y a énormément de classes d'actifs sur lesquels on peut aller se positionner. On a fait le pari du résidentiel pour deux choses. C'est la plus grande classe d'actifs aujourd'hui disponible. C'est celle, je pense, qui est la plus accessible pour comprendre aussi les dynamiques. J'ai un appartement, je le loue à une famille. Ok, c'est très clair pour tout le monde.
Quand on va faire du commercial, bah, il y a d'autres analyses qui doivent être faites sur la solvabilité des entreprises, etc. Donc, je pense que pour commencer et puis pour permettre à nos utilisateurs de bien comprendre ce qu'on fait, le résidentiel, ça reste ce sur quoi on va rester positionné pour le moment. Autre type de location, aujourd'hui, la tendance est au co-living. Je m'explique. Les gens font des études de plus en plus grandes. Aujourd'hui, avec les taux d'intérêt actuels, c'est devenu de plus en plus compliqué de trouver un prêt et donc de très vite devenir propriétaire. Et la tendance est à la location, parce que les prix de l'immobilier ayant augmenté, tout le monde, enfin en tout cas la tendance fait que les gens recherchent des chambres. Donc on reste sur de la chambre. On observe dans quelques villes des capacités de faire plutôt, donc ça c'est plutôt du mi-terme. On fait entre 31 jours et 11 mois. On regarde aussi beaucoup la capacité, la possibilité de faire du Airbnb, du vacational sur certaines villes où il y a des fortes demandes là-dessus. Louer à une famille comme ça sans rien toucher, je suis pas sûr pour plusieurs raisons. C'est moins rentable et donc nos investisseurs vont moins être attirés par des rentabilités qui seront plus faibles. Donc nous, on doit rajouter ce travail ça nous demande plus de travail de gérer ce management de tenant, je confonds toujours l'anglais et le français maintenant que je bosse dans toutes les langues, de locataires. Locataire. On a un travail qui est quand même plus approfondi et on a plus de ressources à déployer, mais ça nous permet d'avoir des rentabilités plus fortes. Parce que on était à une conférence qui rassemblait un peu tous les plus gros fonds immobiliers en Espagne. Et la tendance qui se disait, c'est l'adage de j'achète un bien, je le mets en location et je suis rentier à vie. C'est terminé. Aujourd'hui, il faut rajouter de la valeur dans le bien qu'on va acheter. Il faut avoir un management qui est assez dynamique pour être capable d'avoir toujours le meilleur locataire qui va payer au meilleur prix avec le moindre risque. Et donc, nous, on fait le pari de travailler plus pour gagner plus. Ça va. Un bon slogan. Euh, Aujourd'hui, vous êtes beaucoup sur Valence, principalement, hors, je crois, le premier bien qui était à Barcelone. Mm-hmm. Est-ce que, est-ce que c'est une vraie volonté? Pourquoi Valence? Et est-ce que vous avez du coup aujourd'hui développé une vraie équipe sur place qui s'occupe un peu de, je sais pas, des travaux, tu as parlé de notamment femme de ménage et tout ça, toute la Ouais. partie gestion. Comment vous êtes allé jusqu'à Euh, Valence? alors, pourquoi on est parti de Barcelone déjà? Barcelone, je pense que les 10 dernières années, c'était de la croissance très rapide. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont installées, beaucoup d'expats qui sont venus et qui ont voulu acheter leur résidence principale. Et donc, les prix ont flambé et la régulation, d'un autre côté, a été durcie pour tous les propriétaires immobiliers fiscale et surtout sur la partie régulation des loyers. On peut plus louer à n'importe quel prix. Il y a des barèmes. On peut augmenter que de certains points par, euh, par an aux locataires. Et donc ça fait que le marché est de plus en plus tendu. Il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui n'investissent plus à Barcelone parce que ils n'arrivent plus à se retrouver dans les chiffres. Et nous, bah, avec notre premier bien qui avoisinait les 5% au début, on était très contents, mais on s'est rendu compte que pour être compétitif par rapport au livret A qui était assez haut à ces moments-là, il nous fallait des rentabilités bien supérieures. Et c'est un peu bah, dans notre étude de marché, mais en même temps, on est rentré dans un incubateur de start-up à Valence qui s'appelle Lanzadera, qui est l'équivalent de la Station F en Espagne. Bah, en mettant le pied dans Valence, on s'est rendu compte du dynamisme de la ville, on a commencé à étudier les investissements qui étaient faits à Valence et des investissements publics. Aujourd'hui, il y a un demi-milliard d'euros qui a été investi pour couvrir toute la gare qui se trouve en centre de Valence et en faire un Central Park. On a des énormes incubateurs de start-up qui sont en train de se développer. Donc on a vu que c'était une ville qui était en train de se développer énormément, avec beaucoup d'investissements. Et donc, on a fait le pari de se lancer sur Valence. Un pari payant parce qu'on a doublé la rentabilité qu'on offrait aux investisseurs entre Barcelone et Valence. Et aujourd'hui, est-ce qu'on reste à Valence ou est-ce qu'on en sort? Oui, on en reste parce qu'il y a encore beaucoup à faire. On a fait 15 biens sur Valence. On va continuer à en faire parce qu'on a des équipes sur place. Aujourd'hui, on a des équipes qui nous permettent de sourcer les biens, des équipes qui sont en gestion quotidienne avec les locataires. Et on sait que l'immobilier, c'est aussi
un tas d'emmerdes, si je puis parler comme ça. Il y a toujours un petit problème, quelque chose à régler. Donc, il nous faut des personnes sur place. Et comme on a bien identifié les cerises, où est-ce qu'elles se trouvent et comment est-ce qu'il faut aller les cueillir, on va continuer ce travail à Valence pour offrir toujours plus de biens et des rentabilités attrayantes. En revanche, on a envie de sortir de Valence. On a velléité à s'étendre à toute l'Espagne, puis en Europe. Et donc, cette année, on va sortir de nouvelles villes. Je peux donner quelques noms de villes. On voit Alicante, on voit Malaga, on voit Saragossa. Donc, c'est plutôt des villes de seconde zone. Il y a Madrid qu'on étudie aussi beaucoup, mais pas le centre historique qui est inabordable. Mais donc voilà, on cherche des villes où il y a un développement économique assez fort, une stabilité, beaucoup d'expats où il fait bon vivre, où on n'aura pas de problème de louer et où il y a quand même encore des opportunités ou du moins un arbitrage à faire entre le prix d'achat et le prix de location. Donc, d'autres villes arriveront dans les prochaines semaines, mois. On pourra investir dans d'autres villes que Valence sur la plateforme Equito. Ça arrive. Bon, de toute façon, très bon choix de ville, hein. Donc, je crois que Malaga, Alicante et Valence sont dans le top 5 des meilleures villes où vivre au monde, hein. Donc, je crois que ça parle d'elle-même, donc ça fait pareil. Et Madrid, je crois, est dans le top 10 quand même, donc ça reste quand même, Madrid, ça reste très intéressant, mais cher, mais beaucoup plus mais cher. cher, mais Ouais, cher. centre très Donc, cher, mais et ça, c'est aussi un pari qu'on a fait dès le début. C'est plutôt de mettre un projet à 1,5 million sur la plateforme à faire financer. On s'est dit que la possibilité pour les investisseurs de diversifier leur portefeuille sur plusieurs petits actifs allait être bien perçue. Ça nous permettait à nous aussi de montrer notre expertise parce que faire un bien, c'est pas le même travail que d'en gérer 15. Et donc là, on a développé vraiment des capacités pour faire du volume et peut-être qu'un jour, on concentrera, enfin un jour, on le fera très certainement, mais offrir un immeuble entier, par exemple, ce qui nous permettra d'avoir des meilleurs prix à l'achat de chacun des actifs, d'économiser aussi sur les travaux, sur les coûts de gestion aussi. Donc, on va concentrer nos actifs, mais les diversifier dans certaines villes. ok. Donc, tu as parlé de l'Espagne. Donc, parfait. Déjà, s'étendre en Espagne, c'est bien. Après, je crois que tu as abordé aussi Portugal, Italie. Bon, est-ce que vous avez une roadmap là-dessus, dire fin 2024, 2025? Ouais, 2025. Je trouve que le plus grand problème des entrepreneurs, c'est de rester concentré et d'accomplir un objectif donné. Et moi, j'adore laisser aller ma curiosité pour explorer des nouveaux marchés, des nouveaux horizons. J'ai la chance d'avoir mon associé qui est lui très méticuleux et qui me permet de garder le focus. On va rester focus sur l'Espagne, sur tout 2024, ouvrir plusieurs villes cette année. Et une fois qu'on a bien fait ce qu'on doit montrer qu'on sait faire en Espagne, là, on ira s'ouvrir à l'Italie et au Portugal. On commence déjà à discuter avec des potentiels partenaires en Italie. Donc, ça arrivera, mais courant 2025. Ok. Après, le monde ou pas? Après le monde et la France aussi, on est français, on aimerait pouvoir faire tourner cette économie française tous ensemble. Mais je pense que la France, c'est pareil. Il faut un capital un petit peu plus important pour être capable de se mettre sur des opportunités qui sont rentables, aller se positionner sur des biens où il y a des gros besoins de travaux, mais il faut déjà 1,5 million ou 1 million pour être capable de tirer un peu de jus de ces propriétés. Et donc, on reviendra en France, ça c'est sûr. Mais oui, après le monde, on va avoir un enjeu avec la scalabilité, c'est la scalabilité des opérations. Donc, c'est bien répliquer le modèle qu'on fait à Valence, puis dans d'autres villes, à d'autres pays, puis à d'autres continents. Mais je pense que sur les 5 prochaines années, on a déjà beaucoup de travail en Europe. Ok. Bon, déjà, en effet, il y a pas mal déjà de pays à visiter en Europe. Europe de l'Est, tout ça, ça peut être Europe de l'Est, j'ai quelques copains qui s'y sont mis et qui nous y invitent. Encore une fois, je pense que là, c'est capacité opérationnelle à aller opérer des biens sur place. Et aujourd'hui, on doit rester concentré. Donc,
On y arrivera, mais pas tout de suite. Pour le moment, on va rester sur l'Espagne. On va bien faire ce qu'on sait faire en Espagne, satisfaire nos clients et puis après s'ouvrir. Bon, je crois que ça, ils ont l'air d'être satisfaits. En tout cas, la plupart des biens partent plutôt assez vite quand même pour malgré tout une jeune plateforme. Donc, vous avez Alors, quand même une belle croissance. on est déjà plus de 115 000 personnes sur l'application. Donc ça commence à bien prendre. On espère dépasser le million de personnes d'ici fin 2024, début 2025, et toujours faire grandir cette communauté pour que tous ensemble on puisse faire des investissements qui n'étaient pas possibles avant. Donc, La communauté, elle est principalement espagnole aujourd'hui. 90% espagnol. On est présent dans 50 pays. On a quelques Français, quelques Anglais, quelques Italiens qui nous ont découvert sur des interviews qu'on a fait, etc. On a pas mal de clients qui viennent d'Amérique du Sud aussi, parce qu'ils veulent souvent se protéger d'évaluations de leur monnaie locale. Et l'immobilier espagnol apparaît comme une source de stabilité pour eux. Donc 50 pays, mais grosse majorité espagnole. L'application est disponible en anglais, en français et en espagnol. Donc elle est disponible mondialement, mais notre communication et nos efforts de communication restent pour le moment centrés sur l'Espagne. Ça sera assez facile de dupliquer le modèle en français parce on parle tous les deux français avec Nagy. Mais c'est surtout, encore une fois, comme je te le disais, un besoin de pas s'éparpiller et à vouloir conquérir le monde, on peut ne même pas conquérir sa propre ville. Oui, exactement. Donc voilà, on a besoin de. Mais on arrive en France, on arrive. Ok, ça marche. Justement, on parlait de communication. Quel est le meilleur moyen aujourd'hui pour communiquer avec vous si on a des questions Un mauvais point pour toi, mais peut-être un bon point pour les autres. Sur l'application, directement, il y a un chat qui est Ok. disponible. Vous nous écrivez, on répond assez rapidement. On a Anna qui s'occupe de répondre à toutes les demandes. On peut répondre, Et on peut puis, parler en français ou en on peut anglais? parler dans toutes les langues. Ok. On est déjà bien ChatGPT automatisé, donc même le chinois, on pourrait interagir avec vous. Donc la meilleure manière, ça reste l'application parce que c'est dessus. On a beaucoup de contacts et prises de contacts qui viennent depuis les réseaux sociaux aussi. Et ça, on essaie d'être assez réactif dessus. Mais principalement l'application, les emails, si vous avez envie, un coup de téléphone aussi. Mais on répond assez rapidement. Ok. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a à peu près tout Et vu. tu me disais aussi, pour qu'on puisse mettre quelqu'un de notre équipe, Ouais. peut-être dans votre canal, qui répondra aux questions. On le fait déjà avec Tokenland de Florian, où Mhm. on a aussi notre canal dédié. Avec plaisir. Ok. Et puis, nous double pin si un jour il n'y a pas de réponse dans les 2 heures. On essaie de répondre le plus rapidement et on sera ravis d'avancer avec la communauté parce que c'est elle qui nous aide à nous améliorer, c'est elle qui nous aide à nous construire. C'est avec les doutes et les questions de chacun que on améliore l'application tous les jours. Donc, au plaisir de vous rejoindre et au plaisir de participer à cette communication active quotidienne, je l'espère. Ok. Et ben parfait. Je crois que je rajouterai Nagy dans le canal Ouais, et du coup, vous pourrez taguer Nagy quand il y aura une question pertinente pour l'ensemble de la communauté et pour les questions particulières, vous irez sur l'appli. Voilà. Au moins, ce sera plus clair. Moi, de mon côté, j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que tu as un point que tu veux aborder pour terminer ou voilà, je te laisse le mot de la fin en tout cas. bah, je te remercie pour ce temps. Je remercie à tous les auditeurs qui vont prendre le temps de nous découvrir, de s'éduquer sur la question. Je pense que le mot de fin, ce serait, j'en ai parlé il y a pas très longtemps avec une influenceur financière qui a une énorme communauté. Et c'était un petit peu quels sont les conseils de l'investissement pour une communauté qui nous écoute. Et je pense qu'il faut commencer le plus tôt possible. Il faut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et se diversifier et être récurrent. Parce que l'argent facile et le millionnaire facile, on en rêve tous, mais ça n'existe pas. Et si ça existe, il y a souvent anguille sous roche. Donc moi, ma recommandation, ce serait faites vos études,
S'il y a une plateforme que vous plébiscitez dans laquelle vous êtes contente, je l'espère, Equito, alors investissez de manière régulière parce que c'est une des seules sources de s'assurer une bonne retraite et un avenir avec un petit peu plus de soleil qu'on peut en avoir à Paris. Ça, c'est clair. Donc, faire du DCA, commencer tôt et voilà, de façon régulière. Et bah, c'était un très bon conseil. Et je partage tout à fait ce conseil. Et bah, c'est tout pour moi et pour toi, je crois, aujourd'hui. Et puis, bah, en tout cas, n'hésitez pas à aller télécharger aujourd'hui l'application iOS et Android, je pense. Android. Et voilà. Et puis bientôt le site web. En tout Bientôt cas, le site web. ça marche. Bon, allez, merci. Ciao. Merci Cédric. À bientôt. Bye.